Bonjour Laure, Bonjour Christophe. merci de participer à cette nouvelle conversation. Euh, alors pour rappeler un peu le principe de ces conversations, il faut savoir que nos échanges vont concerner ce que tu pourrais inspirer aux femmes et aux hommes à travers ta féminité, mais aussi tes compétences ou tes comportements masculins, à la fois dans ton travail et dans ta vie personnelle. Et pour introduire un petit peu notre rencontre, je vais parler de ce qui est aujourd'hui pour moi important dans le masculin et le féminin, euh, et pourquoi je fais ces conversations. Donc ces conversations, elles sont importantes pour moi parce que j'ai découvert que, en définitive, l'évolution de soi et le fait d'être heureux et pleinement conscient de sa vie passait par un équilibre entre le féminin et le masculin. Et euh, on peut constater dans notre société que souvent les femmes ont la parole, mais beaucoup moins que les hommes. Et je me suis dit pourquoi pas interviewer des femmes qui ont des choses inspirantes à communiquer aux hommes et aux femmes. Et dans un premier temps, donc je me concentre sur les conversations avec des femmes pour pouvoir aider notre société peut-être à évoluer vers quelque chose de un peu plus féminin, euh, qui nous permettrait à chacun de vivre un peu mieux, un peu plus épanoui. Euh, donc, pour parler un petit peu de notre rencontre, elle s'est faite d'abord par LinkedIn, puisque j'ai découvert ton profil et je me suis rendu compte que tu étais avocate et que tu travaillais sur le bien-être au travail, sur le harcèlement. Et donc, ça m'a paru intéressant d'interviewer quelqu'un qui travaille sur ces sujets-là pour commencer. Donc, je te propose tout simplement de présenter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, puis après on rentrera un petit peu plus dans le détail. Merci Christophe, merci déjà de m'accueillir sur ton podcast. Pour me présenter brièvement, donc je suis avocate depuis maintenant près de 9 années. Ça commence à faire long. Je suis avocate en droit du travail j'accompagne à la fois les entreprises et les salariés sur le bien-être au travail. C'est-à-dire que j'accompagne les entreprises sur tout ce qui est démarche de qualité de vie au travail et les salariés qui sont en détresse professionnelle, donc harcèlement, discrimination et burn-out. D'accord, très bien. Bon, un sujet d'actualité et sujet de société assez intéressant parce que euh, on en parle beaucoup aujourd'hui, du burn-out dans le monde de l'entreprise. On parle beaucoup du harcèlement aussi à l'école, hein. Ça commence par des comportements dans l'enfance. Donc, on va revenir sur tous ces aspects-là. Et avant d'arriver sur ces sujets, j'aimerais que tu puisses un peu nous parler de toi, qui tu étais quand tu étais petite. C'était qui, Laura, quand elle était petite, pour expliquer un petit peu d'où tu viens et comment tu en es arrivé là. Alors, comment j'étais quand j'étais petite? C'est un vaste sujet, mais effectivement, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez impulsive et assez dans l'action. Donc, je pense que ce sont des, je dirais que je vois comme des qualités qui m'ont servi par la suite et qui m'ont donné envie de voir un métier impactant, hein. Je me suis toujours dit que quel que soit le métier que je ferais, j'aurais envie vraiment de faire quelque chose qui, entre guillemets, fasse sens, qui me donne envie. J'ai atterri un peu par hasard à la fac de droit j'ai fait effectivement mes études, mes différents diplômes à la fac de droit et par hasard effectivement, je n'ai pas fait le métier d'avocat, je dirais par vocation. Je l'ai fait, je dirais en me disant bah pourquoi pas, c'est un métier qui a l'air intéressant. Donc j'ai atterri à l'école d'avocat par la suite, un peu aussi là par hasard. Et puis j'ai découvert le droit du travail dans le cadre de différents stages. J'ai fait de nombreux stages, j'ai fait plusieurs stages, 2 stages chez des avocats qui faisaient justement du droit du travail et j'ai vraiment aimé le côté humain et impactant. C'est-à-dire qu'on sent tout de suite qu'on a géré un impact sur la vie des gens et c'est vrai que c'est quelque chose qui correspondait un peu à ma vision et à ma personnalité. Elle me dit que j'ai toujours eu qui était d'être tout le temps dans l'action. Voilà. D'accord, t'étais dans l'action déjà petite, c'est-à-dire que tu avais déjà un modèle un peu masculin sur l'action, parce qu'on dit souvent que l'action est en lien avec la masculinité.
à tort ou à raison d'ailleurs, mais Mhm. l'action, le faire est souvent plus masculin que féminin en termes de stéréotypes. Mhm. D'où vient ce besoin d'action? Moi, je dirais que j'ai toujours eu des parents qui ont été assez actifs aussi, hein. Mes parents ont toujours travaillé, beaucoup. Donc, j'ai toujours eu aussi je dirais cette vision de, bah voilà, il faut être actif dans la vie, hein. On ne se repose pas, je dirais, sans rien faire. Il faut faire des choses et surtout qui sont passionnés par leur métier, hein. Mon père est médecin, c'est un passionné, il est passionné par son métier, il est passionné par ses patients. Et ma mère, elle a toujours aussi été très très active, très fonceuse. Donc, je pense que ces deux modèles, on va dire, qui m'ont toujours poussé à me dire, bah il faut, voilà, on ne peut pas rester, je dirais, à attendre que les choses se passent. Il faut, je dirais, être actif, voire proactif. Surtout si on veut réussir ses projets, si on veut réussir son projet de vie. D'accord. Alors, donc, avant d'arriver dans le droit, comment se caractérisait toute cette action? Bah, j'ai été dans beaucoup de, bah, déjà, j'étais dans pas mal de tout ce qui était un peu représentation, délégué. J'ai toujours aimé faire ça. J'ai été déléguée de classe, j'étais dans les conseils, les fameux conseils de classe, ce genre de choses. J'ai toujours aimé avoir ce côté, comme je disais, proactif dans l'action, intervenir, défendre d'autres élèves, intervenir sur des sujets, bah, même sur comment ça se passe à l'école, au lycée. Oui, j'ai toujours aimé faire plus que être une simple élève, par exemple, à l'école ou même à la faculté aussi, où j'ai été dans des instances représentatives, j'ai été également dans des associations qui étaient là aussi pour faire plus, donner un peu plus gérer d'activité et d'impulsion aux études de droit qui peuvent être, par exemple, fastidieuses, assez fastidieuses quand on voit la longueur et l'intensité des études à la fac de droit. Voilà. Est-ce que c'était de l'action ou un besoin aussi de protection? Parce que quand on est délégué de classe, représentant, on est là pour représenter un groupe, et éventuellement Mhm. défendre ses droits. Donc, c'était pas déjà une vocation protectrice, et là, c'est plutôt quelque chose qui est féminin que masculin, on va dire. Je sais pas, peut-être effectivement qu'il y a ce côté. En fait, on a l'impression, c'est peut-être le côté de se sentir efficace et pertinent. Disons faire quelque chose un peu qui nous donne l'impression que qu'on fait a un sens, a un impact. Moi, c'est vrai que ça m'a toujours. Il y a un côté de satisfaction de dire voilà, ce que je fais va aider quelqu'un, va faire avancer quelque chose. Donc, moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé ce côté-là. Donc, est-ce que c'est un côté féminin? Peut-être plus. Peut-être que lorsqu'on est une femme, on a tendance peut-être à être plus tourné vers les autres, à vouloir protéger. C'est peut-être aussi un aspect de féminité de ma personnalité, effectivement. Oui, parce que là, ça paraît naturel par rapport à ce que tu me dis, de devenir peut-être avocate, même si t'es passé par d'autres chemins. Pour finir, t'es arrivé à ce métier et alors tu m'as raconté que à une période, t'as rencontré aussi toi des difficultés liées au bien-être au travail, au harcèlement, même dans le cadre de ton métier d'avocate. J'aimerais bien que tu Mhm. puisses nous en parler et expliquer ce qui a pu euh, t'amener à vivre cette situation. Alors, effectivement, moi, j'ai vécu des situations qui n'ont pas toujours été évidentes. Avant de m'installer, j'étais en collaboration en tant qu'avocate. Donc, je travaillais pour d'autres avocats. Disons que fut un moment où j'étais en situation de conflit avec l'une des avocates pour qui je travaillais. Et la relation s'est vraiment dégradée. Et vu qu'on ne travaillait qu'à trois avec une autre assistante, je dirais que la situation de tension peut être rapidement importante, surtout peut-être entre deux femmes, peut-être que ça joue aussi. Quoi qu'il en soit, la situation elle s'est vraiment dégradée. Et à la fin, oui, j'étais vraiment dans un état, je dirais, très compliqué, un état, qu'on pourrait qualifier de dépressif, parce que je voyais pas d'issue à ma situation, parce que j'arrivais pas à retrouver de collaboration. Finalement, la situation s'est arrangée.
mais la situation était très dégradée pendant de nombreux mois, effectivement. Voilà. C'était une situation qui était vraiment pas évidente à vivre. Alors donc c'était lié à une relation hiérarchique, on va dire, ou pseudo-hiérarchique en tant que collaboratrice dans un cabinet, et une relation liée à une femme. Tu disais que peut-être entre femmes, effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce que le fait que la personne avec qui tu étais en relation, et cette relation se passait mal, était lié au fait qu'elle était une femme ou pas? Ça a pu impacter après, qu'on soit entre hommes ou femmes ou 2 hommes ou 2 femmes, je dirais qu'il peut y avoir un conflit de toute façon, mais la manière de gérer n'est peut-être pas la même. Et c'est vrai que là, quand on travaille, je dirais en effectif très réduit comme on l'était, forcément ça accroît tout de suite les tensions parce qu'il n'y a pas de personne tampon, qui peut permettre effectivement d'apaiser les choses. Donc là, on était vraiment en vase clos, bah, il y a ce côté hiérarchique qui techniquement n'est pas censé exister parce que c'est pas un contrat de travail, c'est une collaboration, mais on a chacun des intérêts qui peuvent être distincts. Elle a son propre cabinet, moi j'ai mon propre cabinet aussi dont je dois gérer les intérêts. Donc ça peut créer des intérêts opposés et créer effectivement une situation de tension. Et c'est ce qui s'est passé et avec une gestion, je dirais, assez compliquée de la situation parce on n'a jamais réussi à apaiser les choses. La seule solution a été effectivement de quitter, en l'occurrence, le cabinet. Voilà, après plusieurs années à travailler pour cette avocate. Et d'où venait l'origine du problème? Je dirais que l'origine du problème venait du fait que moi, je me rendais compte qu'il fallait que je développe ma clientèle, que je vois peut-être les choses différemment parce qu'il n'y avait pas nécessairement de perspectives, les perspectives attendues au sein de la structure et que si je voulais vraiment développer mon activité et m'épanouir dans mon activité, il fallait que je crée ma structure, que je développe ma clientèle, ce qui n'est pas toujours évident on travaille pour un autre cabinet qui, de son côté, souhaite que ses propres dossiers soient traités le plus rapidement possible. Donc, il y a des intérêts antagonistes entre ben, nos propres dossiers qu'on gère nous en tant qu'avocats et les dossiers de l'avocat pour qui on collabore. Voilà, ce qui peut amener aussi à des situations bah, de surcharge de travail et de tension parce que bah, on est obligé de prioriser l'un ou l'autre et à un moment faire des choix. D'accord, donc il y avait une sorte de conflit d'intérêts C'est économiques ça. entre vous. Et qu'est-ce qui a fait que la communication, la relation s'est dégradée sur le plan humain? Parce qu'on peut avoir des intérêts divergents et en même temps trouver des compromis, négocier certains aspects de la relation. Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, pour finir, ça s'est dégradé? Bah, ça s'est dégradé parce que je pense que de base, il n'y avait pas d'autres personnes peut-être pour intervenir et apaiser les choses et trouver une autre solution parce que finalement, on est assez seul. Dans une relation de collaboration, on est assez seul. On n'a pas beaucoup, je dirais, de levier d'action pour se protéger ou pour se mettre en retrait. Se mettre en arrêt de travail, ben forcément, on n'est pas salarié. Donc on n'a pas cette possibilité vraiment de se protéger, de prendre du recul. Donc je pense qu'il y a ce côté-là, et il y a ce côté aussi où ben le marché de la collaboration à l'époque était un marché aussi en forte tension. Très difficile. Maintenant la tendance inversée de trouver une collaboration. Donc il y a ce côté aussi de se dire mais si je pars, moi j'ai besoin de cette activité, j'ai besoin de cette collaboration, voilà pour régler ses factures. Donc il y a tout cet aspect aussi financier, personnel qui rentre en ligne de compte dans les choix qu'on peut faire. On peut pas décider du jour au lendemain de dire bah tant pis, je claque la porte, même si à un moment je pense que j'aurais dû le faire plus tôt pour protéger ma santé. D'accord. Et est-ce que le fait que la relation que vous aviez de femme à femme a changé quelque chose? Si tu avais eu un homme en face, est-ce que les choses se seraient passées différemment, d'après toi? Peut-être que dans la manière dont les choses auraient été gérées, ça aurait été différent. Une fois encore, je pense il y a des fois une manière différente de gérer. Je dis pas que ça se serait mieux passé objectivement, parce que je pense Hmm. que une fois encore, lorsqu'il y a des intérêts antagonistes, qu'on soit un homme ou une femme, la réaction entre guillemets est la même, mais la manière de gérer peut être différente. Je dirais la manière de réagir peut être plus hypersensible, plus agressif peut-être ou plus
moins froide, on va dire. On est peut-être plus impulsif dans la manière de gérer les choses. Voilà, je pense qu'il y a cet aspect-là qui peut rentrer en ligne de compte. Je pense que le résultat aurait été le même. Je pense que la situation aurait été dégradée d'une manière ou d'une autre. J'aurais souhaité quitter le cabinet, la structure, mais peut-être que le comportement aurait été différent. Dans la manière, dans je dirais le comportement, la toxicité peut-être du comportement aurait été différente. Voilà. D'accord. Et tu m'as expliqué qu'à la fin de cette relation, c'est au moment où, tu as créé la rupture, tu étais déjà en souffrance, avancée, on va dire. Mhm, mhm. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis dans cette position de souffrance? Je dis pas que heu, c'est un choix. Je Qu'est-ce qui a fait que ta vulnérabilité t'a amené à cette situation? Comment aujourd'hui tu ferais différemment aussi? Bah, je pense qu'effectivement, quand on débute, déjà, il y a le côté d'être débutant dans la profession, de se dire on débarque dans une profession, on n'a pas l'expérience, on n'a pas le recul, on se dit que si on part, on ne trouvera plus ailleurs. Bah, un peu comme quand on est salarié, on peut avoir cette impression-là. Et le fait aussi de ne pas avoir l'assurance, l'expérience que j'ai maintenant, où je sais aussi ce que représentent mes compétences. Je sais de quoi je suis capable, et je sais que je peux y arriver. Donc, je pense qu'il y a quelque part aussi un état d'esprit, un mindset qui est peut-être différent aujourd'hui euh, que si je l'avais eu à l'époque. Ce mindset, j'aurais peut-être agi différemment, j'aurais peut-être moins laissé faire les choses, j'aurais peut-être fait plus de démarches officielles aussi pour euh, dire voilà, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe effectivement, euh, parce que ce sont des situations qui sont tout simplement pas tolérables. Et qu'est-ce que Voilà. ça a eu comme impact, émotionnel, physique, ou psychologique, sur toi, cette phase-là? Alors, d'un point de vue physique, je sais que j'avais perdu un peu de poids. Et puis effectivement, d'un point de vue mental, j'avais effectivement la boule au ventre à l'idée effectivement d'aller travailler. J'avais une boule au ventre constante. Donc c'était un stress permanent, c'était une remise en question permanente aussi de mes compétences, de se dire bah, est-ce que c'est finalement la personne qui aurait raison, est-ce que c'est moi effectivement qui suis dans la mauvaise position, c'est une remise en cause permanente également. Voilà, de Mmh. ses propres compétences, de sa capacité à retrouver un autre poste ailleurs, voilà. C'est vraiment une remise en cause globale et une situation dégradée aussi d'un point de vue personnel. Voilà, puisque ça impacte pas que la sphère professionnelle, ça impacte aussi l'aspect personnel, la vie personnelle, la relation aussi de couple, de famille. Voilà. Et de quelle manière, par exemple, ça s'est, manifesté? Par des situations peut-être de tension ou aussi de gérer de plus de mal aussi peut-être à prendre part aux activités, à faire des projets. Parce que quand on est dans une situation comme je l'étais, ben, on a du mal à se projeter vers l'avant, à capitaliser entre guillemets sur le futur, où on est beaucoup dans le présent, dans la remise en question permanente, la rumination. Donc voilà, ça bloque un peu tout, ça crée une forme d'immobilisme aussi dans la vie personnelle, dans la vie de couple. Voilà. Et ça rend aussi, je dirais, le quotidien un peu difficile parce qu'on n'a pas le moral, et c'est aussi difficile pour le conjoint de vivre cette situation, hein. C'est pas que pour celui qui est en souffrance. Je veux dire, l'autre conjoint souffre aussi de voir son conjoint en souffrance et de ne pas pouvoir lui apporter de solutions concrètes. Oui, oui, bien sûr. Alors comment tu t'es sorti de cette situation? Comment s'est passée la rupture? Bah, la rupture, elle s'est passée d'une manière très simple, c'est que j'ai trouvé une nouvelle collaboration, et Mmh. je suis partie du coup, bah, je dirais le plus rapidement possible. Je suis partie de cette collaboration et j'ai démarré une nouvelle collaboration. J'ai hésité à m'installer, mais j'avais un peu peur encore à l'époque de le faire, hein, puisque j'étais dans une période de remise de doute. Donc, j'ai préféré quand même retrouver d'abord une collaboration pour un peu prendre du recul d'éventuellement envisager une installation. D'accord, et ça t'a permis de régler, quasi immédiatement la situation, ou il t'est resté un certain nombre de
on va dire, de casserole liée à ce passage compliqué? Alors, je pense qu'on ne règle pas en un claquement de doigts une situation de souffrance professionnelle. Je pense qu'effectivement, en soi, ça a permis de mettre un trait sur la relation, de dire voilà, au moins, je protège ma santé, je ne verrai plus cette personne, je ne serai plus en contact avec elle, je n'aurai plus à lui rendre des comptes. Donc, il y avait cet aspect-là qui était quand même l'urgence, hein, qui finalement m'a permis au moins d'apaiser, de prendre du recul sur la situation. Maintenant, bah forcément, ça laisse des traces hein, d'un point de vue mental, on se sent pas au mieux. On est quand même fragilisé. On est fragilisé sur sa capacité sur ses compétences. On est sur une remise en question constante. Ce qui n'est pas évident lorsqu'on reprend un poste de dire bon, est-ce que je vais être capable de, est-ce que je vais être capable de travailler, est-ce que je sais travailler. Donc il y a toutes ces questions aussi qui reviennent quand même, cette peur. Et puis cette peur aussi de savoir comment ça va se passer. Et puis oui, ça marque d'un point de vue mental, ça marque. C'est pas une expérience qu'on oublie. Je le garde encore bien à l'esprit aujourd'hui, même si maintenant c'est assez loin. J'en garde encore une trace à l'esprit. Et comment tu t'es reconstruit justement? Comment tu as mis en place cette résilience pour en être là aujourd'hui, même s'il y a encore des souvenirs négatifs autour de ça? Ah, et déjà, la deuxième collaboration s'est passée beaucoup plus sainement. C'est-à-dire, je suis tombée cette fois sur, je dirais, des avocats, des confrères qui étaient dans une relation saine et équilibrée, hein, ils avaient leurs intérêts, j'avais les miens, certes, mais on a toujours réussi à concilier ces intérêts. Donc, ça s'est passé de manière apaisée et finalement sur un départ commun, sur une volonté commune de départ, de dire, bah voilà, nous, on a moins de besoins, toi tu souhaites t'installer et ça s'est passé de manière extrêmement apaisée. Donc déjà, il y a eu le côté rassurantiel, puis ils étaient très satisfaits de mon travail. Donc ça m'a permis aussi de retrouver de l'assurance et de la confiance sur mes capacités. Et puis voilà, en se projetant sur un projet tel que l'installation, ça permet vraiment de se projeter vers l'avant, de se reconstruire aussi mentalement, de dire voilà, d'avoir le bon mindset, de dire je peux y arriver, j'en suis capable, et d'aller vers une situation qui est beaucoup plus saine pour nous. Et est-ce que tu t'as fait appel à une aide extérieure pendant cette période, avant, pendant, puis après, ou tu t'étais face à ces problèmes seul, aidé par juste tes proches? Alors j'ai fait l'erreur de ne pas me faire accompagner. Je pense que c'était une erreur. J'ai pas cherché effectivement j'ai renoncé, on va dire, à alerter nos instances de la situation. J'ai préféré, gérer, enterrer la situation, me dire, ben voilà, c'est fait. Je préfère me projeter vers du positif, mais je pense que c'est pas non plus la solution. Je pense que c'est ce que je dis de manière générale aux personnes que j'accompagne. Il faut se faire accompagner à tous les niveaux, ne serait-ce que mentalement, pour se reconstruire mentalement, pour retrouver, je dirais, un équilibre mental sain. C'est important de se faire accompagner de ce point de vue-là. C'est important aussi pour verbaliser les choses, comprendre ce qui s'est passé, mettre un mot, oui, sur ce qui s'est passé, et prendre vraiment du recul sur la situation. Je pense que c'est important et je pense que c'est peut-être un regret que j'aurais, c'est de pas avoir fait cette démarche-là et de m'être dit bon bah tant pis, on laisse de côté, on passe à la suite. Voilà. D'accord. Donc ça a été un des éléments qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, du coup, d'essayer d'accompagner les gens pour pas qu'ils se sentent seuls dans ce type de situation, à la fois les défendre, mais aussi faire la de la prévention par rapport à ces situations, soit de burn-out, soit de harcèlement. Là, on a parlé surtout de harcèlement, hein, mais on va Mhm. venir au burn-out également. Et aujourd'hui, si tu te positionnes comme ça, euh, euh, alors en tant qu'avocate, aujourd'hui, tu es amenée à défendre des gens qui ont subi des harcèlements, c'est ça? Et Mhm. puis aussi à trouver des solutions dans des situations de burn-out euh, où certainement que les personnes se retournent vers leur entreprise en disant, bah voilà, vous êtes responsable. Est-ce Mhm. que c'est dans ces situations-là que tu interviens? Alors moi, effectivement, j'interviens à deux stades. J'interviens au stade où la situation elle est obérée, c'est-à-dire le collaborateur ne souhaite quitter l'entreprise parce que, je dirais, il y a trop de souffrance et il n'y a pas eu nécessairement
un accompagnement suffisant durant la période d'arrêt de travail ou lorsque le collaborateur a pu se déclarer en souffrance. Donc à partir de là, moi je l'accompagne pour retrouver une situation professionnelle épanouissante. Donc ça implique effectivement de définir avec lui quelle solution de sortie serait satisfaisante pour lui en fonction de son projet de départ, qu'est-ce qu'il souhaite faire par la suite, etc. Donc c'est des choses qu'on manage ensemble. C'est négocier avec l'entreprise aussi parce que c'est dans l'intérêt quelque part de l'entreprise peut-être d'en finir de manière apaisée avec le collaborateur plutôt que d'aller sur des contentieux qui sont ni bons pour l'entreprise ni bons pour la charge mentale du collaborateur qui part. Et c'est aussi le diriger vers des professionnels de multiples disciplines pour se reconstruire. Et je passe notamment par une antenne. J'ai créé récemment une antenne d'un collectif Burnout, qui a une antenne donc désormais dans le Grand Est et qui est dans laquelle il y a une équipe pluridisciplinaire, des psychologues, des sophrologues, des professionnels en transition, en bilan de compétences, qui vont des coachs aussi qui vont vraiment aider à accompagner les personnes et leur permettre de se projeter sur quelque chose de positif et de concret. Parce que souvent, comme moi, on se projette vers l'avant, dire voilà, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Lorsqu'on se projette sur quelque chose de positif, c'est vraiment, ça aide la personne mentalement à supporter aussi ce qui se passe. Et je trouve, en tout cas, c'est souvent ce que je conseille aux personnes que j'accompagne, dire voilà, c'est le moment de se poser, de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Faites un bilan de compétences, recentrez-vous sur vous et posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui ferait sens aujourd'hui comme travail pour vous? Et il faut que vous travaillez là-dessus. C'est le moment de le faire. C'est le moment ou jamais parce que vous êtes, je dirais, à la croisée des chemins. Vous êtes dans une situation où vous allez arrêter votre carrière actuelle et il va falloir faire des choix sur la suite de votre carrière professionnelle. Et à côté de ça, effectivement, j'essaie d'éviter que les entreprises arrivent à ces situations parce que je suis convaincue que les entreprises ne font pas exprès de faire mal, sauf dans certaines situations spécifiques, mais qu'elles ne savent pas faire. Et que souvent, le bien-être au travail, le burn-out, le harcèlement, etc., elles traitent ça, elles ne savent pas comment traiter les situations pour éviter que pour permettre que les choses se passent différemment et notamment de garder leurs collaborateurs plutôt que ces derniers soient amenés à partir et pourquoi pas générer des contentieux derrière. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, vous avez des outils pour éviter de parvenir à ce type de situation. Évitons ensemble qu'il y ait des situations de burn-out, de harcèlement, de discrimination. Et voilà les outils que vous pouvez utiliser pour tenter d'éviter que vos collaborateurs arrivent à ces situations de détresse professionnelle. Voilà, Mhm. c'est tout ce qu'on appelle les démarches, la fameuse qualité de vie au travail. Est-ce que tu as des exemples particulièrement intéressants à partager avec nous sur des situations de burn-out particuliers ou des situations de harcèlement particulières dans lesquelles des femmes sont impliquées et qui sont liées à leur féminité, le fait qu'elles soient femmes? Est-ce que ça a changé quelque chose dans la situation? Alors, j'ai une cliente qui était venue me voir récemment et qui m'expliquait qu'effectivement, elle était dans une situation où elle était harcelée par sa supérieure hiérarchique où elle m'expliquait que sa supérieure jouait sur le fait, notamment, par exemple, qu'elle devait s'occuper de ses enfants, aller les chercher à l'école. Voilà, où elle disait, bah voilà, tu pars déjà, il y a tel travail à faire, il y a telle chose à faire, tu n'es pas suffisamment productive, qui remettait en question ses compétences et son engagement dans l'entreprise. Alors qu'elle a elle-même, je pense, cette conscience que on a cette charge mentale de se dire voilà, il faut s'occuper des enfants, il faut à la fois gérer son activité professionnelle, gérer l'activité personnelle et familiale, hein, bien que aujourd'hui on ait plus d'hommes, de conjoints qui s'occupent, hein, qui essaient vraiment de partager de manière équilibrée les tâches, mais quand même il y a souvent une charge mentale qui est plus importante pour les femmes et cette supérieure jouait un peu là-dessus. Elle savait que forcément c'était un sujet sensible et elle utilisait quelque part cette arme dont elle avait beaucoup plus conscience peut-être qu'un homme, hein, puisqu'elle sait elle-même ce que c'est cette charge mentale et elle l'appuyait dessus pour effectivement culpabiliser la collaboratrice sur le fait que cette dernière puisse s'absenter, doivent partir de certaines réunions, etc., etc. Et elle utilisait, je dirais,
cette sensibilité-là pour effectivement la faire douter et la mettre dans une situation de remise en question, qui n'avait pas Est-ce, lieu d'être, hein, d'ailleurs. est-ce que tu crois que c'est un sujet qui est assez récurrent dans le harcèlement en direction des femmes? Utiliser cet aspect de la charge mentale qui pèse plus souvent sur les femmes que sur les hommes, en lien avec la situation familiale, les enfants, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, ça? Bah, indirectement parce que on a, même si les entreprises évoluent beaucoup sur le sujet, on a une mentalité qui reste des fois qu'on il y a un moule précis dans lequel on tente de faire rentrer tous les collaborateurs, de dire, bah voilà, il faut être productif. Si on est présent dans l'entreprise, c'est qu'on est productif. Mais si on va chercher ses enfants à 17 heures, c'est qu'on l'est pas. Il faut laisser la vie personnelle en dehors et vraiment tout fermer, tout mettre des barrières partout. Mais on sait aujourd'hui que rien n'est hermétique, hein, on l'a vu avec le Covid, etc. Enfin, je pense que ça a remis en question pas mal de choses sur la nécessité de tenir compte de la charge mentale des collaborateurs et justement sur cette notion d'équilibre. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas faire rentrer tous les collaborateurs, les femmes, les hommes, les mères, les femmes célibataires dans le même moule. C'est que forcément les situations ne sont pas les mêmes, les charges mentales ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, on est encore dans une démarche où on demande quelque part aux femmes de s'adapter, des fois de se masculiniser, entre guillemets, Oui, où on considère que certaines qualités sont des faiblesses, que la sensibilité pourrait être une faiblesse, que l'empathie pourrait être une faiblesse, que bah, le dévouement pour ses enfants sont une faiblesse, hein, parce que on le connaît, hein, l'éternel dilemme des femmes, c'est quoi? C'est de se dire, OK, si je m'engage auprès de mes enfants, je suis une bonne mère, mais derrière, je suis une mauvaise collaboratrice. Mais si je m'engage dans ma carrière professionnelle, quitte à faire renoncer à certaines activités de mes enfants, aller les voir le mercredi, jouer au football ou aller les chercher avec le goûter, je vais être taxée de mauvaise mère. Donc, on a l'impression toujours, quelque part, de perdre sur un plan. Nécessairement, en tant que femme, on va devoir perdre sur un plan ou sur un autre. Ce qui ne devrait pas être le cas. Et comme dit, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent vraiment à s'interroger sur ces problématiques et à adapter leur manière de faire et de concevoir les choses et qui permettent justement aux femmes d'évoluer différemment. Mais dans d'autres entreprises, dans un certain nombre d'entreprises, il y a encore ce carcan de dire finalement, il faut que les femmes et les hommes rentrent dans un moule universel, et qui n'est pas possible en fait. oui, ça me fait penser aussi au fait qu'on aurait vraiment du mal à comprendre qu'un homme puisse aller chercher ses enfants le soir au même titre que une femme le fasse, même presque, ce serait presque pire pour les hommes. Il sera assez jugé sur le fait qu'ils doivent avoir des activités pour leurs enfants et s'occuper de leurs enfants en dehors de leur boulot. Et ça montre à quel point effectivement le monde de l'entreprise est très masculinisé en définitive et essaye de standardiser au maximum le personnel, on va dire, les collaborateurs, et qu'ils soient hommes ou femmes, il faut qu'ils soient dans la performance. Et comme tu dis, il y a certaines compétences, qualités qui sont mises de côté parce qu'elles sont pas au service de la performance. Comme le monde de l'entreprise est un monde de la performance, ça exclut des qualités qui sont pas de la performance pure et dure, mais qui sont en lien avec l'équilibre, l'épanouissement, etc. Est-ce que tu as vu des entreprises qui avaient un petit peu d'avance sur ce sujet et qui arrivaient à adapter les postes et les comportements en fonction des contraintes individuelles, qu'elles soient des contraintes d'hommes ou des contraintes de femmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont divorcés, qui s'occupent de leurs enfants une semaine sur deux, qui ont des Mhm. contraintes au même titre que des femmes dans certaines situations. Est-ce que tu as vu des entreprises qui étaient un petit peu avancées là dans ce domaine? Alors déjà, j'aimerais quand même faire une observation sur ce que tu as dit, qui me paraît importante, c'est qu'il y a une fausse croyance qui est de se dire que la performance, elle est le fait effectivement d'avoir des contraintes de famille, ça freine forcément la performance. Moi, je pense qu'au contraire, et je vais en venir justement aux entreprises qui l'ont fait, les entreprises qui tiennent compte de ces contraintes-là, elles vont avoir des collaborateurs qui sont beaucoup plus engagés, qui vont se dire, OK,
l'entreprise, elle a revu son organisation en fonction de mon bien-être, en fonction de mes contraintes, qui sont beaucoup plus engagées, qui sont beaucoup plus performantes. Elles vont peut-être faire moins d'heures, mais ça, on est sur un autre débat qui est le présentéisme, qui en France est encore très Oui, un présent et vrai qui sujet. pourtant, pour moi, est complètement old school. Hein. Enfin, je veux dire, on l'a compris aujourd'hui, le présentéisme, c'est pas parce qu'on est présent de 8h à 22h qu'on est productif et qu'on est performant. Non, c'est absolument faux. Ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel je me bats. Mais c'est un autre débat. Mais les entreprises qui, j'irais, considèrent les contraintes de leurs collaborateurs et par exemple des femmes, elles vont avoir des collaboratrices qui sont plus engagées, qui ont plus envie, qui vont rester, qui vont vouloir aller plus avant, prendre plus de responsabilités, faire plus peut-être que le strict, leur stricte fiche de poste et l'entreprise en tire des bénéfices. Au contraire, les entreprises qui disent bah non, c'est une contrainte et j'en tiens pas compte et je les fais rentrer dans un carcan, elles vont avoir des collaborateurs qui, vont dire bah puisque c'est comme ça, puisqu'on ignore mes contraintes, moi je vais en rester au strict minimum et puis finalement je vais partir et on perd souvent des profils de valeur. Pour répondre à ta question, il y a des entreprises effectivement qui le font, qui par exemple mettent en place du télétravail. Dire ben voilà, effectivement, on met du télétravail partiel, par exemple le mercredi, où on va effectivement permettre du coup bah, aux parents qui s'occupent de l'enfant bah, de pouvoir mieux adapter son activité, parce qu'on le sait, hein, quand on est en télétravail, on a plus de souplesse. Et finalement, tant que le travail est fait, peu importe que ce soit fait à 8h ou à 10h ou à 18h, ce qui est important, c'est que le travail soit fait. Et on fait confiance, les entreprises font confiance à ses collaboratrices pour dire, voilà, je m'occupe pas du temps sur lequel vous êtes connecté, il y a un temps minimum de connexion, mais en tout cas, je vous laisse la possibilité de faire du télétravail parce que je sais que vous avez des contraintes, par exemple, notamment le mercredi. Il y a des entreprises qui, par exemple, mais bon, ça c'est plus rare, créent des crèches. Ça, on l'a déjà vu aussi, qui crée des moyens de garde gens pour dire voilà, on pense à vous, on allège cette charge mentale-là. On a des entreprises qui mettent en place, alors pas que pour ça, mais la semaine de 4 jours. Enfin voilà, il y a des millions de possibilités pour permettre effectivement aux femmes de dire voilà, on tient compte de cette contrainte et pour autant sans que l'entreprise, une fois encore, n'y perde financièrement ou sur la productivité de les performances de ses collaborateurs. Oui, là, ce que tu dis est très juste sur la performance. On a en France, on a encore une vision de la performance en termes de productivité, alors que aujourd'hui, je pense que la voie d'évolution est plutôt vers l'efficience et l'importance du résultat plutôt que le temps passé au travail et la surveillance du temps, le contrôle. On est beaucoup encore dans le contrôle dans les modes managériaux français. Et d'ailleurs, je pense que ça dessert énormément le bien-être au travail parce que le besoin de contrôle et le contrôle exercé sur les gens réduit leur liberté et moins on a de liberté, moins on est engagé parce qu'on a l'impression d'être pressé, oppressé par le travail ou par son manager comme tu l'as été même dans ton activité. Et je pense que maintenant, les modes managériaux doivent évoluer et ils doivent s'inspirer de modèles qui sont plutôt féminins justement et des capacités d'adaptation, de compréhension des contraintes individuelles, d'ouverture et euh, et d'équilibre parce que en définitive c'est l'équilibre qui permet aux gens de durer et de créer de l'efficience dans Mhm. une entreprise. Euh, Si on revient un petit peu aux problématiques de harcèlement, est-ce que tu as vu des entreprises chercher des vrais moyens de réduire le harcèlement ou les modes de management, on va dire, toxiques, euh, pour avoir croisé quelques managers un peu compliqués? Moi, ce que je crois, c'est que souvent les organisations laissent par moment des profils qui sont des profils très toxiques à des postes de manager. Et c'est très compliqué de changer la toxicité d'une organisation quand on change pas les personnes qui ont elles-mêmes des comportements toxiques. Est-ce que tu as vu des entreprises qui prenaient un peu les devants et qui essaient de prendre vraiment en charge ce type de problématique en prenant conscience qu'il y a certains éléments, même s'ils paraissent performants, peuvent être très
très délétère pour le personnel. Alors, j'ai constaté pas mal d'évolutions sur le sujet parce que, pendant longtemps, on a considéré finalement, que voilà, on a souvent les entreprises ont souvent eu le réflexe, le mauvais réflexe, mais souvent parce qu'elles ne savaient pas faire, de dire: «OK, j'ai un collaborateur qui me dit qu'il est harcelé, qui voilà par un manager, mais le manager est performant. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser gérer les choses s'aggraver, et finalement avec une situation où, bah, le collaborateur finit par se mettre en arrêt, finit par partir». Aujourd'hui, les choses changent. Je vois que les, entreprises changent, bah, aussi sous l'impulsion, bah, de ces démarches, de cette, reconsidération du bien-être des collaborateurs où on voit des entreprises prendre les problèmes à bras-le-corps, dire: «Ben, voilà, il y a une situation, on met en place déjà un temps d'échange avec le collaborateur». On a un collaborateur qui dit: «Voilà, je suis harcelé». On prévoit un temps d'échange, un vrai temps d'échange avec le collaborateur pour qu'il explique la situation. Heu, on on fait pourquoi pas une enquête, hein, parce qu'il y a des possibilités de mettre en place des enquêtes, hein, soit par l'entreprise directement, soit par des cabinets, externalisés, hein, indépendants qui peuvent le faire, qui ensuite, en fonction de la situation, peuvent être amenés à se séparer, du manager toxique, quels que soient, ses résultats. Donc déjà, il y a, de la part, il y a ce côté-là de lorsqu'on est sur un aspect plus curatif où les entreprises réagissent mieux. Ensuite, il y a l'aspect préventif où les entreprises commencent à aussi changer, leur manière de former leurs managers. De former les managers à ne plus avoir la posture, je dirais, je dirais de conservation des préceptes de l'entreprise, mais peut-être des véritables ce qu'on appelle des véritables leaders. C'est ce qu'on demande aujourd'hui aux managers, c'est, pas simplement, voilà, surveiller le travail, de son équipe, c'est, donner une direction, un sens. Faire, émerger un sens, à l'activité de chacun, donner de la considération, de la reconnaissance, hein, c'est les mots-clés, à chacun, pour effectivement, permettre à l'entreprise, aux équipes d'être performantes. Et donc il y a ce changement aussi dans la manière dont on forme les managers, qui permet aujourd'hui, je dirais de réduire ces risques-là. Parce que même le manager lui-même est sensibilisé, au danger de son comportement parce que des fois on a des managers toxiques, mais ils ont pas conscience, en fait, de qu'ils sont toxiques. Ils disent: «Bah non, moi c'est ce qu'on m'a toujours appris à faire, c'est, quelque part, voilà de taper dans le dos des collaborateurs, c'est la seule chose qu'on m'a appris». Mais lorsqu'on sensibilise ces managers déjà à l'enjeu, dire: «Attention, si vous avez ce type de comportement, à quoi ça peut aboutir à terme pour l'entreprise, hein, même un risque contentieux et cetera». Qu'on leur dit: «Voilà, il y a d'autres manières de faire, quel doit être votre rôle et quel peut être l'impact bénéfique de, cette posture-là», on peut arriver à beaucoup moins de situations, parce qu'on va avoir un manager qui va être à l'écoute aussi de ses équipes et qui, avant que la situation se dégrade trop, va dire: «Mais attends, on se pose ensemble, on fait un entretien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour réorganiser ton travail ou pour que nos relations se passent mieux?» Et donc ça, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent, à être sensibilisées à ces nécessités-là et qui le font. Voilà. D'accord. Est-ce que dans tes clients, tes clientes, est-ce que tu as pu observer que, les femmes étaient plus vulnérables, au harcèlement que les hommes? Et éventuellement, est-ce qu'il y a une différence dans la manière de, heu, traiter ou aborder le problème? Et qu'est-ce que tu as comme exemple à me donner? Alors, je pense que pour les femmes, il y a une manière peut-être différente de percevoir les choses. On le sait souvent, bah, que ce soit l'évolution professionnelle, la rémunération, on sait que souvent ça peut être plus difficile pour une femme d'évoluer professionnellement. Et elle a souvent cette résilience plus importante de dire: «Bah, voilà, ça je vais accepter, la surcharge, OK, les conditions d'organisation difficiles, je vais supporter parce que, voilà, je veux aller à tel résultat, je veux avoir telle promotion». Et donc elle va être amenée, je dirais à accepter beaucoup plus de choses, mais quelque part, l'impact va être beaucoup plus dramatique. C'est-à-dire que, à un certain moment, elle va tout simplement imploser. Elle va arriver à une vraie stade de burn-out où elle va, d'un coup, elle va s'effondrer sur son clavier et dire: «Bah, voilà, je me suis pas rendu compte de ce qui se passait». Souvent aussi parce qu'il y a le côté charge mentale, vie personnelle, donc on est la tête dans le guidon, on se dit: «Voilà».
je gère la vie de famille et en même temps, voilà, je cravache, je travaille, j'accepte, je supporte, jusqu'à arriver au fameux point de basculement où elle va arriver à une situation de burn-out. Et là, souvent, la reconstruction est plus compliquée. Un Et pourquoi homme, elle accepterait plus? bah pourquoi elle accepterait plus? Bah parce qu'elle a cette résilience naturelle de se dire, pour moi, le parcours professionnel, j'ai conscience que pour accéder à certains postes, des postes haut placés, je sais pas, hein, de DRH, de DG, voilà, dans le comité de direction, par exemple, elle sait bah, que si elle veut accepter ce type de poste, il faut qu'elle soit qu'elle accepte plus de choses, plus de contraintes. Donc elle va se dire voilà, pour arriver à la promotion à laquelle je vise, je dois accepter ces choses-là parce que c'est le seul moyen. Elle pense que c'est le seul moyen d'arriver à ce résultat, à cet objectif qui est par exemple une promotion professionnelle pour réussir professionnellement, je dirais. Et donc en fait, il y a je dirais cette connaissance induite de se dire, moi, en tant que femme, je sais que mon parcours sera plus difficile que celui d'un homme. Il y a ce parti pris des femmes où elles disent nécessairement c'est plus difficile, donc je dois accepter euh, plus de contraintes que n'accepterait un homme. Je veux dire, on sait aujourd'hui que pour un homme, C'est plus difficile vis-à-vis des hommes de prouver sa valeur, tu veux dire, ou vis-à-vis d'une hiérarchie féminine. C'est-à-dire que ça va falloir développer plus de moyens et de preuves de sa valeur pour pouvoir progresser, je pense. mm. Alors selon moi, je pense que il y a encore aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a encore cette volonté des fois de faire entrer tous les collaborateurs dans le même moule. Dire voilà, si vous voulez arriver, évoluer dans l'entreprise, il faut nécessairement que vous soyez disponible, engagé, que vous travaillez de telle heure à telle heure, que vous n'alliez pas chercher vos enfants, etc. Donc, moi, je ne vais pas entendre parler de ça. Je veux de la Mhm. productivité, de la performance, du présentéisme, si vous voulez évoluer professionnellement dans l'entreprise. Euh, pour pour un homme, on sait que bah lui souvent, il va être, je dirais, avoir moins de contraintes personnelles parce que naturellement, spontanément, même si les choses évoluent, une fois encore, les femmes sont Mhm. amenées à prendre en charge plus de choses, on sait que pour une femme, il va y avoir plus de contraintes. Et on sait aussi que c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont plus de mal des fois à accéder à des postes clés. On sait aussi que les entreprises souvent elles se disent bah voilà si c'est une femme jeune de 35 ans que je la promeux à tel poste, est-ce que il y a un risque de congé maternité qui pourrait effectivement entraîner une baisse de performance, une absence de l'entreprise. On sait que ces critères-là, ces données-là rentrent en ligne de compte des fois dans l'attribution de postes. On dit ah bah je sais que cette collaboratrice elle a 3 enfants, c'est compliqué de lui donner un poste à responsabilité. Voilà. Euh, les femmes doivent des fois pas dans toutes les entreprises, mais des fois se battre plus souvent, de manière plus intense pour dire, ben voilà, même si j'ai ces contraintes-là, je suis capable de et je peux y arriver. Et souvent, bah, un homme, bah, forcément, parce qu'il n'a pas ces contraintes-là, il aura juste, entre guillemets, à démontrer qu'il est compétent pour pouvoir prétendre éventuellement à un poste à responsabilité. Mais on sait qu'une femme part avec plus de, je dirais, entre guillemets, de casseroles derrière pour convaincre des fois son entreprise de lui confier un poste à responsabilité. Oui, oui, elle a donc plus de contraintes et elle doit faire avec ces contraintes, donc démontrer plus, comme si elle n'avait pas ces contraintes pour pouvoir progresser ou obtenir des Mhm. postes à responsabilité. C'est C'est ça que ça. tu dis. Ouais. C'est créer une charge mentale aussi qui est très importante parce que en même temps, on doit gérer cet aspect personnel et en même temps, on doit donner un engagement identique comme si cet engagement personnel n'existait pas. Donc, ça crée, je dirais, une double charge mentale des fois pour les femmes parce que on est obligé, elles sont obligées de tout compartimenter dans des vases clos alors que on le sait, c'est, on ne peut pas tout compartimenter, la vie privée, la vie professionnelle nécessairement. L'une influe sur l'autre, forcément. Mhm. Donc, à un moment, ça crée une pression, une anxiété, un stress qui participe aussi au burn-out, hein, par exemple, parce qu'on sait que le burn-out, c'est l'épuisement professionnel, mais ça peut être cumulé avec de l'épuisement personnel. Et du coup, ça fait que forcément, les femmes peuvent être plus facilement exposées à des situations de burn-out que les hommes.
Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas vraiment d'imperméabilité entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en particulier en Complètement, termes de charge mentale, de charge complètement. physique et psychologique. Et ce qui est intéressant aussi, ce que tu disais, c'est que, euh, en définitive, cette difficulté à obtenir des postes à responsabilité parce qu'avec plus de contraintes, c'est aussi plus de vulnérabilité qui est parfois utilisée par des gens qui sont capables de harceler. C'est Mhm. utiliser la vulnérabilité de la personne pour pouvoir en fait lui mettre la pression davantage. Donc elles sont soumises, les femmes sont plus soumises à ces pressions du fait de cette vulnérabilité liée à leurs contraintes supplémentaires quand elles ont des charges familiales importantes et elles s'occupent de leurs enfants, peut-être plus naturellement que les hommes. Alors, c'est un peu historique et ça a tendance à quand même évoluer. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est quand même compliqué pour une femme d'être dans cette situation, d'autant que un homme, on va pas lui accepter du tout, on va pas comprendre du tout qu'il s'occupe de ses enfants. Donc, l'homme aura peut-être plutôt tendance à laisser les femmes s'occuper de la vie familiale parce que c'est encore moins accepté par l'homme et surtout, ça reste quelque chose de un peu pas statutaire, mais quelque chose de normal et installé depuis très très longtemps. Et donc, ça augmente, je pense, encore plus la pression sur les femmes. Et, euh, et aujourd'hui, on demande aux femmes d'être les équivalents des hommes sur le plan professionnel pour obtenir les mêmes droits, les mêmes salaires, les mêmes responsabilités, sans préoccupés de leur charge qui est et même c'est même pas c'est une histoire de charge mais c'est aussi une histoire de de de, de qualité et de besoins naturels de s'occuper des enfants qui devraient être aussi des besoins naturels pour les hommes mais qui pour l'instant ont davantage valorisé par les femmes et c'est bien normal. Euh, Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, toi, tu as pu trouver, si tu l'as trouvé, cet équilibre dans ton activité aujourd'hui entre ta charge professionnelle, ta charge personnelle? Comment tu gères ça en équilibre? Parce que tu as cette liberté, mais tu as aussi des contraintes financières, clients, de travail, comme tout le monde. Comment tu gères toi aujourd'hui cet équilibre? Alors, c'est pas toujours évident, hein. Je sais pas si j'ai trouvé. Je suis plus à la recherche de cet équilibre que de dire que j'y suis parvenue. Mais je pense que c'est important. Moi, je ne crois pas aux vertus aux vertus du présentiel et sur le fait qu'il faille travailler de 8 heures à 22 heures, même comme avocat, pour dire que bah effectivement on a un cabinet qui fonctionne. Moi, je pense que comme tout, ce qui compte, c'est pas la productivité, c'est l'efficacité de notre temps de travail. Et moi, je suis mon objectif, c'est de travailler moins, mais plus efficacement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je recherche cet équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée, et que si je suis à mon compte, c'est que je cherche aussi à pouvoir décider de me créer des moments de valeur, on va dire, des moments importants, des moments de rapprochement, par exemple, avec mon fils. Hein. Voilà, puisque j'ai un jeune enfant de 2 ans et demi. Et effectivement, c'est pas toujours facile, hein, parce que on est quelque part toujours dans cette culpabilisation constante de dire, bah voilà, si je vais pas assez, je pourrais le chercher plus tôt, mais j'ai ce dossier à traiter. J'aimerais pouvoir traiter ce dossier, mais si je le cherche pas à l'école, il va être déçu. Ce matin, j'ai pas pris assez le temps avec lui avant de l'emmener à l'école, mais j'étais pressée, je devais aller à l'audience. Donc il y a une charge mentale toujours plus importante parce qu'il y a cette sensibilité aussi plus importante. Hein. Il faut pas se le cacher. Nous, on se pose des questions des fois que nos conjoints se poseraient pas, de dire mais là il avait l'air triste. Il y a des choses qui nous travaillent plus que des fois les papas. Ça c'est un fait. C'est un fait qu'il y a des choses qui nous travaillent plus. Ça a un impact forcément sur notre manière de faire les choses et sur notre charge mentale. Voilà. Donc à partir de là, ça crée une situation où l'équilibre est fragile. Moi, pour ma part, l'équilibre il est fortement plus fragile parce que je suis dans une situation où je recherche justement cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, mais je ne te cache pas que c'est pas toujours facile d'y parvenir. Après, l'important c'est de se fixer, je pense, des priorités. Et moi, je sais que ma priorité ce sera toujours ma famille, mon fils. Et à partir de là, même si des fois je me dis bah j'aimerais travailler un peu plus, j'aimerais faire un peu plus, tant pis.
Et j'en reste là. Voilà. C'est un peu effectivement ma considération là-dessus. Voilà. Mais je partage effectivement, je pense, la difficulté de nombreuses femmes, même entrepreneuses, qui ont cette charge mentale de dire, bah voilà, il faut que j'ai des clients, parce que on sait, hein, quand on est entrepreneur, on a des multiples casquettes, bah, de dire, bah voilà, il faut en même temps que j'ai cette casquette, voilà, gestionnaire, développement de clientèle, etc. Et en même temps, cumuler avec ça, réussir à avoir cette vie de famille, vie personnelle, etc., etc. Donc, je dirais que le chemin est long pour parvenir à cet équilibre qu'on aimerait avoir entre ben, le pouvoir prendre soin de sa famille et en même temps s'accomplir professionnellement. Oui, je comprends, c'est pas simple du tout quand on a une pression professionnelle de maintenir l'équilibre permanent entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et quand on a des enfants, encore plus parce que on pense en priorité à eux. Et c'est vrai que entre la femme et l'homme, souvent il y a des difficultés de priorité sur la manière dont on protège nos enfants, on éduque nos enfants. Là, souvent, euh, en définitive, les hommes sont moins inquiets que les femmes sur la sécurité de nos enfants. Donc, comme tu disais très justement, si tu vois que ton enfant, ton fils a un petit air triste le matin, ça va plus te préoccuper dans la journée, alors qu'un homme, par rapport à une situation identique, va dire bah ça va passer, il faut qu'il s'y fasse, etc. Et donc il est moins préoccupé dans la journée par ce type de pensée et il sera plus libre au travail, on va dire, hein. Mhm. Et ça Complètement. vient un peu la manière dont l'homme et la femme sont câblés sur ces sujets. Et, C'est ça. et souvent, d'ailleurs, moi, je trouve que dans un couple, ce qui est bien, c'est que ces deux aspects sont complémentaires et équilibrants, parce que il y a des moments où il est bien de s'interroger sur euh, la santé de son enfant, son état émotionnel, et puis il y a des moments où il faut, ok, c'est quelque chose qui peut traverser, qui est peut-être un petit peu difficile, il faut rester vigilant, mais il faut qu'on avance. Et cette complémentarité masculin-féminin permet de maintenir un équilibre dans la gestion des problématiques d'enfants, mais aussi du coup dans son travail. Et, Mhm. euh, je peux comprendre quand on est auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse ou à son compte, ben, on a une pression professionnelle qui est importante parce qu'on a toutes ces casquettes à tenir, y compris la casquette de parent. Ça, c'est particulièrement difficile. Complètement. Et donc, toi, c'est quoi les solutions qui te permettraient aujourd'hui d'être encore plus, te rapprocher encore plus de cet équilibre que tu vises entre le personnel et le professionnel? Ben, c'est déjà, j'ai eu une réflexion ces derniers mois sur qu'est-ce qui faisait sens vraiment pour moi dans mon activité, qu'est-ce qui me plaisait le plus, qu'est-ce qui me passionnait le plus dans mon activité, parce qu'on sait là, je suis avocate en droit du travail, c'est très varié, hein, on peut avoir beaucoup de choses là-dedans, mettre beaucoup de choses là-dedans, et en fait, moi, ce qui me faisait vraiment sens, c'était le bien-être au travail. Je me suis rendu compte que c'était ça, que c'était ces dossiers de collaborateurs harcelés, discriminés, burn-outés où je me disais, voilà, c'est vraiment les dossiers où je me sens, qui font sens, qui me plaisent le plus. Je veux me consacrer à ça et à la prévention dans les entreprises parce que je sais que si je veux aller au bout de ma démarche pour prévenir la violence au travail, c'est la prévention. Et donc, moi, c'est vraiment cette activité-là sur laquelle je veux me concentrer sur les prochaines années. Et je pense qu'effectivement, en allant sur quelque chose qui fait plus sens, en restreignant quelque part mon activité à cette dominante, je pense que j'arriverai peut-être à des dossiers qui font plus sens pour moi et à écarter peut-être d'autres dossiers qui pourraient être chronophages et qui en même temps représentent plus une charge mentale qu'une satisfaction. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, je pense aujourd'hui, et c'est un conseil que je donnerais à n'importe qui, c'est peut-être aller sur quelque chose qui fasse sens, une activité professionnelle qui fasse sens, se recentrer sur ce qui nous passionne le plus et fournir peut-être, avoir un travail plus de qualité que de quantité. De dire, bah voilà, on va rechercher la qualité, on va rechercher ce qui fait vraiment sens pour nous et je pense qu'effectivement, on est aussi plus performant lorsqu'on se concentre sur des activités professionnelles qui font sens. Donc moi, c'est ce que je recherche aujourd'hui, c'est vraiment
me recentrer sur cette activité-là pour peut-être trouver un meilleur équilibre et une charge mentale aussi plus apaisée parce que je ferai vraiment ce qui me passionne le plus. Voilà, dans le cadre de mon activité d'avocate. Voilà. Donc D'accord. Revenir peut-être le à quelque chose de le plus discriminant, c'est-à-dire tu choisis davantage les sujets qui te correspondent ou les cas qui te correspondent ou les dossiers qui te correspondent pour être plus sur ces certains sujets et moins sur d'autres qui sont moins en résonance avec toi. C'est ça? Oui, alors après, je dirais que c'est tout simplement peut-être se réinventer. Si on devait généraliser ça, je dirais que c'est se réinventer dans son activité et pas se reposer sur des acquis, c'est se dire, bah voilà, est-ce qu'aujourd'hui, ce que je fais au quotidien fait encore sens pour moi? Ou est-ce que j'ai l'impression effectivement de ne pas avancer, de ne pas évoluer? Est-ce qu'aujourd'hui, quand je me lève le matin, c'est vraiment, je fais ce qui me passionne? Et à partir de là, si la réponse est oui, bah, c'est tant mieux. Ça veut dire que quelque part, on peut trouver aussi cet équilibre qu'on recherche ou si c'est non, là, il faut se poser des questions et dire effectivement, il y a une difficulté, il y a une réelle problématique et se poser les bonnes questions. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma part, et c'est là que j'ai décidé entre guillemets de me réinventer dans mon activité, de me consacrer à ce qui résonne effectivement pour moi, c'est le bien-être au travail. Et je pense que, en se recentrant là-dessus, je vais parvenir justement à l'équilibre que je recherche effectivement dans mon activité. Oui, donc si je reprends un peu ce que tu viens de dire, c'est que au fil des années, tu améliores cet alignement qu'il y a entre ce dont tu as besoin, ce que tu veux faire et ton métier et ta vie personnelle, il y a une cohérence globale que tu n'avais pas en début de carrière, c'est ça? C'est les choses C'est qui ça. et tu vas, si tu allais vers le bien-être au travail et à la défense, mais aussi euh, euh, la capacité à développer des moyens pour aider les gens à ne pas tomber dans les burn-out et le harcèlement, Mmh. c'est que tu as fait ce chemin-là. Et ce chemin-là, c'est ton apprentissage que tu partages. Et aujourd'hui, tu es plus aligné qu'il y a quelques années sur ces sujets. Totalement. C'est-à-dire, j'ai trouvé vraiment les sujets qui font sens pour moi dans mon activité. Là où je vais me sentir la plus utile, on en parlait tout à l'heure, la plus utile dans le cadre de mon activité, c'est ça, c'est éviter, réduire, prévenir la violence au travail, en aidant les entreprises et en aidant les collaborateurs. D'accord. Et, euh, in fine, qu'est-ce que tu penses être vraiment le summum de ce qui peut être mis en place à titre individuel pour éviter de tomber dans le burn-out ou pour tout de suite se défendre du harcèlement? Parce que le processus d'alignement, il est souvent long. Il passe par des expériences douloureuses, la souffrance, des conflits, une confrontation à des situations difficiles. Comment, en prévention, faire pour que des situations comme ça ne s'éternisent pas et comment ne pas tomber même dans ce type de situation? Alors, il faut encore, je pense que pour éviter que ces situations s'éternisent, il faut, se protéger, prendre du recul. Donc, notamment, pourquoi pas, se mettre par exemple en arrêt de travail pour, gérer, protéger sa santé lorsqu'on voit vraiment qu'on est dans une situation. Ou avant ça, en tout cas, heu, prévenir les choses avec l'entreprise, essayer peut-être de prendre contact, de dire: «Voilà, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire?» Après, tout dépend derrière la réaction de l'entreprise. S'il y a une réaction de l'entreprise, des fois, la situation va pouvoir se régler par elle-même, l'organisation va être revue, on va recruter, et on va permettre effectivement d'éviter, que la situation ne se dégrade. Si c'est pas le cas, il faut avant tout protéger sa santé. C'est-à-dire, voilà, prendre du recul, se mettre en arrêt de travail pour protéger sa santé, éviter, je dirais, un épuisement qui devienne trop important et qui fasse qu'on arrive à cette fameuse phase de basculement où on arrive à une situation où on n'arrive plus à se lever le matin, et on part sur des mois et des mois d'absence. Là, je dirais protéger sa santé le plus tôt possible pour éviter effectivement que ça n'aille trop loin et ensuite, bah, ça passe effectivement par un questionnement de dire: «Est-ce que, je suis toujours, dans une, situation qui fait sens pour moi ou pas? Si ça ne l'est pas, quelles sont les solutions? Est-ce que, je peux trouver des solutions avec mon entreprise ou est-ce que je ne peux pas? Est-ce que, j'ai besoin,
de sortir de mon entreprise, j'ai besoin de faire autre chose, de trouver une nouvelle activité professionnelle épanouissante, etc. Donc ça, c'est, je pense, d'abord se mettre en retrait, se protéger, s'écouter, écouter son corps, hein, écouter les signaux que nous envoie notre corps, hein, les états de fatigue chronique permanente, le fait de ne pas pouvoir dormir, des insomnies, des choses comme ça, c'est des signaux que nous envoie le corps, il faut savoir les écouter prendre les décisions suffisamment en amont pour justement éviter d'arriver à une phase de burn-out. Je ne sais pas si tu sais, mais le burn-out, en moyenne, une personne victime de burn-out, elle va rester 14,6 mois en arrêt de travail. Imagine. Ouais, c'est Donc, énorme. Mm. voilà, c'est énorme. Donc, l'idée, c'est d'éviter de parvenir à cette situation, de s'écouter suffisamment tôt pour, prendre les devants avec ton entreprise et voilà, moi, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent et que soit effectivement l'entreprise prenne les mesures et dans ce cas, la situation, elle se règle, soit alors se protéger et à ce moment-là, réfléchir à ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on souhaite rester dans l'entreprise, mais dans ce cas, revoir les choses, essayer de faire en sorte que les choses changent à l'intérieur, ou est-ce qu'on a un besoin vraiment de quitter l'entreprise, de quitter son activité professionnelle et de retrouver une activité totalement différente. Et c'est là qu'on peut, par exemple, orienter les personnes vers des bilans de compétences, vers des accompagnants en bilan professionnel, en transition professionnelle. Et ça, je pense que c'est vraiment un moyen d'aider les personnes rapidement, pas rapidement, tout dépend de la situation, en se projetant sur quelque chose de positif, à essayer d'en sortir et à retrouver, je dirais, le mental suffisant pour se projeter. Mais encore, il faut encore tout dépend du stade auquel on se trouve. Mais plus vite on prend les devants, plus vite on prend des initiatives, mieux les choses peuvent se régler. C'est ça que je dirais. Quand on vient, entre guillemets, trop tard, moi souvent j'ai des clients qui viennent me voir trop tard, à un moment où la situation s'est dégradée, ils sont des fois en arrêt depuis des mois. Là, la situation, elle est compliquée. C'est difficile Mm. de récupérer ces personnes-là et d'aboutir rapidement à une situation qui soit euh, facilitante ou qui leur permette tout de suite d'être dans la reconstruction. Souvent, c'est très compliqué. Donc, c'est ça vraiment le conseil que je donnerais, c'est de vraiment s'écouter et de prendre rapidement des mesures quand on voit que la situation, elle se dégrade. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil particulièrement aux femmes dans la situation où elles se trouvent, dont on a parlé? Bah, c'est d'essayer de trouver des interlocuteurs avec qui parler de ces situations, hein. Non, des fois, vous avez par exemple des référents harcèlement, vous avez aussi des personnes qui sont formées en premier secours en santé mentale. C'est des fois, par exemple, ce type de référent, pourquoi pas, qu'il faut aller chercher. Pourquoi pas aller chercher des interlocuteurs comme le médecin du travail, le psychiatre du travail. Pourquoi pas se faire suivre aussi par un psychiatre hein, ou un psychologue. Hein. Avant, se faire suivre, c'était quelque chose qui était mal vu. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est largement admis que des fois, avoir un accompagnement, un soutien, ça peut aussi aider à verbaliser les choses, à mettre des mots sur sa situation et à prendre du recul. Donc ça, c'est des choses que je conseillerais. Et je conseillerais aussi bah, de ne pas laisser les choses se dégrader et de ne pas accepter, être dans l'acceptation totale. De n'importe quelle condition, de n'importe quelle surcharge de travail parce que ce n'est pas normal et qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui acceptent laissent aux femmes la possibilité d'être des femmes. Voilà, et ne cherchent pas à faire rentrer toutes les femmes dans le même moule et que je pense qu'il faut plutôt aller vers ces entreprises que de se forcer à rester peut-être dans des entreprises qui ne sont pas prêtes à prendre le train en marche et à aller vers une évolution qui est aujourd'hui nécessaire dans le milieu de l'entreprise, pour moi. D'accord. Donc, euh, on a vu que les femmes étaient certainement plus vulnérables au burn-out et au harcèlement, Mhm. pour toutes les raisons qu'on a décrites. Qu'est-ce qui ferait que, d'une certaine manière, la féminité serait une force dans cette situation et comment on pourrait utiliser ces forces pour justement éviter les situations de burn-out? Est-ce qu'il y a un moyen de retourner le problème, ce basculement? Est-ce que toi, tu y vois, tu vois des solutions à ça? Bah, aujourd'hui, je pense que la tendance s'inverse parce que on a aussi une évolution du marché du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles arrivent, surtout dans certains domaines d'activité, elles ont du mal à recruter. Et je pense que c'est là-dessus que les femmes peuvent jouer.
parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui peuvent recruter, qui parviennent à recruter, sont des entreprises qui justement ont mis le bien-être au cœur de leur organisation. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qui permet aux femmes de pouvoir s'affirmer, de dire voilà, moi je suis une femme, j'ai des contraintes, votre poste m'intéresse, mais j'ai ces contraintes-là. Et l'avantage qu'elles ont, c'est peut-être le contexte actuel qui est aujourd'hui que on se rend compte que les entreprises qui veulent être attractives, qui veulent avoir une bonne marque employeur, sont obligées de tenir compte de ces considérations-là. Donc, je pense que les femmes peuvent jouer là-dessus, se dire aujourd'hui qu'elles n'ont plus besoin, entre guillemets, d'être des hommes pour réussir, qu'aujourd'hui, elles peuvent trouver des entreprises qui comprennent ces nécessités-là, qui s'adaptent et que il ne faut pas accepter, il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. Il faut vraiment, il faut aujourd'hui s'affirmer. Et je pense que beaucoup le font. Hein, on le voit aujourd'hui que il y a une prise de parole, une libération des paroles des femmes entrepreneuses ou salariées qui aujourd'hui s'affirment et disent voilà, moi j'ai ces contraintes et je n'ai pas l'intention d'accepter de me taire ou de me faire rentrer effectivement dans un moule. Et aujourd'hui, il y a une libération de la parole et de l'affirmation des femmes qui ne souhaitent plus rester dans ce carcan qui longtemps a été, je dirais, la norme dans le monde de l'entreprise. Oui, je partage complètement cette vision-là du sujet. Et je pense qu'effectivement, quand les femmes vont pouvoir assumer totalement leur féminité et leur rôle de femme, de mère dans le monde de l'entreprise, c'est comme ça qu'elles pourront faire changer les comportements et faire accepter leur spécificité plutôt qu'essayer de rentrer dans un modèle masculin qui est un peu has-been quand même, faut le dire, et qui est plus adapté aux tendances de notre société, et puis qui est pas adapté non plus au respect de l'être humain, quel que soit son sexe. Donc, c'est vraiment, je pense, effectivement, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est assumer au maximum sa féminité, ses contraintes, mais aussi ses bénéfices, parce que euh, les qualités féminines, qui ne sont pas encore assez valorisées dans le monde de l'entreprise, ont besoin d'être mis en valeur et d'être utilisées, entre guillemets, hein, pour profit de la performance, à bon escient. Et ça, je pense il y a quelques managers qui commencent à comprendre, quelques dirigeants d'entreprise qui commencent à comprendre que les qualités féminines comme l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la protection sont des valeurs et des compétences qui sont utiles dans le monde de l'entreprise. Et on parlait de leadership tout à l'heure, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le leadership, il est mieux admis quand il passe par un support, une protection, une aide, que quand il passe par la vision leadership très masculine du je suis le plus fort, suivez-moi. Et, et ça, je pense que c'est intéressant de retenir ce point-là parce que c'est vraiment l'avenir de l'avenir du mode managérial vers quelque chose d'un petit peu plus respectueux de chacun et d'améliorer le bien-être, éviter les situations de burn-out et de harcèlement. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter enfin en conclusion, une sorte de phrase euh, qui aiderait tout un chacun dans ce type de situation, qui soit un peu le résumé de tout ce qu'on s'est dit pendant cette conversation? Je dirais que qu'on soit un homme ou une femme, on a tous nos forces à apporter. On a tous nos qualités, je dirais nos spécificités, mais ce qui est important avant tout, je pense, c'est de, de trouver son équilibre, hein, ce qu'on dirait son yin-yang, hein, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est de trouver son équilibre et de trouver ce qui fait sens pour nous, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Je pense que c'est le plus important. Et qu'aujourd'hui, on a une société qui évolue suffisamment, un monde de l'entreprise qui évolue suffisamment pour permettre de trouver ce sens. Et que on doit profiter de cette évolution pour s'engouffrer dans cette nouvelle dimension, je pense, et ne plus accepter des contraintes ou une situation de souffrance qui n'a pas lieu d'être dans le monde du travail ou je dirais dans la vie de manière générale. Voilà. Très bien. Bah, merci Laure pour toutes ces informations inspirantes et merci pour cette conversation. Et Merci à toi, j'es- Christophe. j'espère à très bientôt. À très Merci. bientôt. Merci.